Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous proposer un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a commencé par parler d'humanisme, un courant qui est issu de la période historique et la Renaissance, qui va à peu près du 15 au 17e siècle. On a vu 5 principales caractéristiques de l'humanisme. C'est un courant qui a une foi, une croyance en le potentiel de l'être humain, en la nature humaine. On croit que l'être humain peut s'autodéterminer, c'est-à-dire choisir pour lui-même. Pour ça, par exemple, il faut qu'il y ait plusieurs options disponibles, et donc il faut rendre les connaissances disponibles et accessibles. On va puiser notamment dans la culture antique, ancienne, et on prend la science comme modèle privilégié. On a vu ensuite Galilée, qui est un bon représentant de l'humanisme, un astronome qui est aussi un croyant, qui est impliqué dans un affrontement entre deux visions du monde et de l'être humain. Lui, il revendique l'héliocentrisme, comme Copernic, qui place le Soleil au centre du monde. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. L'Église préfère le géocentrisme, qui place l'être humain et la Terre au centre du monde. Il va écrire un livre dans lequel il parle des deux options. On lui a recommandé de rester neutre, de ne pas se prononcer, mais on estime qu'il est trop gentil avec l'héliocentrisme et trop méchant avec le géocentrisme, et donc on lui intente un procès pour hérésie. On considère que c'est un traître. Il va être déclaré coupable, il va être obligé de rejeter officiellement ses idées, mais comme on l'a vu, en lui-même, il pense qu'il a toujours raison. J'ai comparé ça avec le procès de Socrate, lui aussi occasionné par un rapport compliqué avec la tradition religieuse de son temps. Rappelez-vous, on reproche à Socrate de ne pas reconnaître les dieux, d'en introduire des nouveaux et de corrompre la jeunesse. Lui, il se défend de ça, il pense qu'il est coupable de rien de ça, mais il est quand même déclaré coupable à la fin. Les accusateurs suggèrent la peine de mort et lui, persuadé d'avoir rien fait de mal, dit qu'il devrait être nourri et logé aux frais de l'État. Et le jury tranche, c'est la peine de mort qui va être faite. Donc Socrate, lui, va être resté fidèle à ses idées jusqu'à la fin. C'est ça la grande différence entre les deux procès, même si par ailleurs il y a beaucoup de similitudes. Ensuite, on a parlé de Descartes, qui a été très influencé par Galilée, parce que Descartes, c'est un philosophe, c'est un scientifique. Au moment du procès de Galilée, il est dans la trentaine. Il ne sait pas encore tout à fait ce qu'il va faire, mais il s'inquiète un petit peu de ce qui pourrait arriver à ses écrits, mais il décide de s'avancer malgré tout. Il dit « Je m'avance masqué », c'est-à-dire « Je vais publier mes livres, mais je vais faire attention pour ne pas me faire coincer puis subir un procès à mon tour. » C'est un philosophe et scientifique, notamment responsable du plan cartésien en mathématiques, que vous connaissez bien. Il veut faire de la philosophie une science pure. On sait que depuis Socrate, au moins, la philosophie est considérée comme une science humaine, parce qu'on s'intéresse à l'éthique, au comportement et tout ça. Alors qu'avant, avec les présocratiques, on essayait d'expliquer le monde, on faisait de la physique. Ben, Descartes veut ramener la philosophie plus près des sciences pures. Et ce qu'on a vu, c'est sa méthode. Je me suis inspiré d'un texte de Descartes qui s'appelle Les Méditations métaphysiques, où il essaie de faire le ménage en lui-même, de se mettre dans un état d'esprit dans lequel il va pouvoir remettre en question tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a considéré vrai jusqu'à maintenant, ce qu'il a lu, ce qu'on lui a dit, pour faire le ménage en lui-même. Et comme on l'a vu, ça, c'est quand même proche de la méthode de Socrate. Même si Descartes et Socrate n'envisagent pas la philo de la même façon, Socrate veut en faire une science humaine et Descartes une science pure, mais la démarche qui est employée par les deux se ressemble. Dans les deux cas, on avoue notre ignorance. On ne fait pas juste empiler les connaissances une par une. Pour faire le ménage parmi ces idées, Descartes se sert de sa raison. Donc la raison, c'est le principe de la connaissance pour lui, c'est le principe central de l'existence humaine. Tout le monde possède la raison, c'est pas un privilège. Elle est égale chez tout le monde, c'est un outil, c'est-à-dire qu'on peut faire avec, c'est un moyen en vue d'une fin. On peut faire de belles choses avec la raison, comme on peut faire de mauvaises choses. J'avais fait la comparaison avec un marteau, là. On peut créer des chefs-d'œuvre ou se détruire le doigt. Donc en faisant ça, il est très objectif quand il fait un travail scientifique. On a vu qu'il y a un côté subjectif aussi chez Descartes quand il parle au je, qui revient sur sa propre histoire. Tu sais, il dit, à un moment donné, il a fallu que je remette en question ce que je vis. Donc il mise sur sa propre trajectoire. Avec la raison, le deuxième principe important, c'est comme un principe allié, un A, un B, c'est le doute. Le doute, c'est la mise entre parenthèses de notre jugement.
c'est quand on remet à plus tard la décision de dire est-ce que c'est vrai ou faux ce que j'ai devant moi. Donc, je n'ai pas les preuves qu'il me faut pour l'instant. Je ne peux dire ni que c'est vrai ni que c'est faux. Je remets ça à plus loin. Le doute de Descartes, c'est un doute qui est temporaire. C'est-à-dire que le but, c'est pas de douter à jamais, ou douter pour le plaisir de le faire, c'est douter en vue d'une connaissance. Quand on va avoir la preuve que quelque chose est vrai, le doute va tomber. Il ne sera plus nécessaire à ce moment-là. Donc le doute de Descartes est limité dans le temps, mais comme on l'a vu, il est très très large dans l'espace, parce qu'il finit par englober pas mal tout. Non seulement les théories, des choses qu'on peut lire dans les livres, apprendre en classe, des choses comme ça, mais même ce qui est le plus évident. Descartes va nous dire qu'il faut en douter. Puis ce qui est le plus évident, c'est nos perceptions sensibles, les 5 sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je sens et ce que je goûte. Je pense que je les ai, les 5. C'est des choses généralement dont on ne doute pas parce qu'on se dit, bon, ben, c'est vrai, c'est tangible, c'est concret. Mais on a tous déjà été trompés par nos sens. Penser voir quelque chose que finalement n'est pas là, penser entendre quelque chose et tout. Et Descartes, pour montrer qu'il faut douter radicalement des sens, va introduire des scénarios un peu étranges. Les scénarios de la folie, du rêve et du malin génie. Le malin génie, j'insiste pas vraiment là-dessus, c'est les 2 premiers scénarios qui m'intéressent. Il se demande d'abord, je pourrais être fou. Il dit, dans le fond, les fous, les insensés, c'est comme ça qu'il les qualifie, pensent qu'ils sont vêtus d'une telle façon, qu'ils sont grands, qu'ils sont des rois, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le sont pas. Mais eux, ils ne savent pas. Eux sont persuadés qu'ils ont raison. Un fou ne pense pas être fou. Donc Descartes se dit, ben moi, c'est sûr, je ne pense pas que je suis fou, mais je pourrais l'être. Je ne peux pas m'extraire de cette possibilité-là. Je pourrais être fou moi-même. Donc je pourrais me tromper, autrement dit, sur mes perceptions sensibles. Le rêve, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai l'impression, les lunettes que je tiens ici, qu'elles sont réelles, que le papier qui est là, c'est vrai. Mais j'ai déjà rêvé à des situations très semblables, c'est-à-dire où je pouvais avoir mes lunettes entre les mains ou du papier. Puis dans mon rêve, j'étais sûr que c'était vrai. En me réveillant, bien sûr, je me rends compte que non, c'était un simple rêve. Mais au moment où je rêvais, je ne savais pas que je rêvais. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que là, je n'ai pas l'impression de rêver, mais qui dit que je rêve pas? Parce que quand je rêve, je pense pas que je rêve non plus. Puis pourtant, je rêve et je me trompe sur mes perceptions. Donc, vous voyez que dans les 2 cas, on essaie de se mettre dans une situation où ce serait possible que je sois assez fou ou endormi pour me tromper sur mes perceptions, ce qui fait que je dois en douter. Puis le malin génie, je n'en parlerai pas ici. Je suis passé vite là-dessus. Donc à partir de là, le doute vient couvrir à peu près tout ce qui nous entoure, toutes nos perceptions, nos connaissances. Par contre, il y a une chose qui finit par résister au doute, c'est la faculté même de douter, c'est la pensée. Et ce qui fait dire à Descartes, je pense donc je suis. Autrement dit, tout autour de moi pourrait être faux, je pourrais me tromper. Rappelez-vous, on a dit tantôt, la raison n'est pas infaillible. C'est un outil, elle peut se tromper, mais elle est là. Elle est là, c'est la première vérité, la première certitude. Donc tout pourrait être faux autour de moi, mais pas le fait que je pense ou que je doute. Donc là, on distingue le contenu des connaissances du contenant, c'est-à-dire ce par quoi on essaie de les comprendre, on essaie de les penser. Donc je pense, donc je suis. Ce que ça veut dire finalement, c'est que ce qui fait de moi un humain, c'est ça le thème du cours, hein? Ce qui fait de moi un être humain, c'est ma faculté de penser. C'est pas le fait que je sois intelligent, brillant. Non, on ne le sait pas encore. C'est un point de départ, ça. Une fois qu'on comprend que c'est la première certitude, là, tranquillement, on va reconstruire la maison. Hein, j'ai utilisé la métaphore de la maison. On détruit jusqu'à ses fondations parce que c'est trop fragile. Mais une fois qu'on reconstruit la fondation, qui est le je pense donc je suis, bien là, après, on peut tranquillement acquérir des vraies connaissances. Ensuite, on a parlé du dualisme. Donc, le dualisme, que ça implique, c'est 2 termes, opposés mais reliés en même temps. Pensez à chaud, froid, haut, bas, est, ouest, et ainsi de suite. Appliqué à l'être humain, c'est comprendre l'être humain en 2 parties distinctes. D'un côté, l'âme ou l'esprit, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas matériel. L'âme, je ne peux pas la tenir entre mes mains pour vous montrer c'est quoi. Donc l'âme et l'esprit. De l'autre côté, le corps, qui lui, au contraire, est très concret. C'est de la matière. Donc l'être humain serait un composé d'esprit et de matière. Puis habituellement, les dualistes classiques
non seulement comme Descartes, mais comme Platon, comme Socrate, vont donner la première place à l'âme. Rappelez-vous, Platon disait l'âme, c'est ce qui commande et le corps, ce qui est commandé. Donc, chevalier, cheval, finalement. Descartes, ça va être la même chose. Il dit l'âme, c'est-à-dire ce par quoi je suis ce que je suis. Parce que j'ai dit tantôt âme et esprit, on pourrait dire pensée aussi. Hein, la pensée, elle pense des choses, mais la pensée elle-même n'est pas physique. Puis l'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que généralement, les dualistes classiques pensent que l'âme, l'esprit sont éternels, alors que le corps, au contraire, est éphémère, c'est-à-dire temporaire. Il va mourir, il va se défaire, il va se décomposer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Socrate accepte de mourir, parce que lui, il croit au fait que l'âme est éternelle. Donc même si son corps meurt, son âme va persister. Donc Descartes est un dualiste très traditionnel là-dessus. Pour lui, l'âme est au premier rang, c'est la pensée, et le corps vient après. C'est pas ça qu'on est vraiment. On a parlé de Julien de la Métrie. C'est là, avec ça que je vais terminer. Un philosophe et médecin, ce qui fait en sorte que le corps, forcément, pour un médecin généraliste, va être important. Hein? Si on soigne le corps, c'est parce qu'on juge important que le corps se porte bien. Quand on lit son texte, on se rend compte qu'il parle quand même de l'âme. Ça peut être étrange parce qu'on se dit, mais là, s'il met le corps au premier rang, pourquoi il continue à parler d'âme? Est-ce qu'il ne devrait pas juste rejeter ça? Mais en continuant à le lire, on comprend là, ce qui se passe. Il n'est pas si contradictoire que ça, c'est qu'il associe l'âme au cerveau. Bref, il fait de ce que longtemps on a considéré comme quelque chose d'immatériel. Hein, je l'ai dit quelques fois, l'âme, c'est pas quelque chose qu'on peut voir devant nous. C'est immatériel. C'est une entité quelconque mystérieuse. Le cerveau, au contraire, c'est un organe du corps. Il a beau être caché là-dedans, on sait qu'il existe. Il est physique. C'est quelque chose de matériel. Donc, Julien de la Métrie associe l'âme au cerveau, ce qui veut dire que le composé âme-corps, c'est plus deux parties, c'est une. Il considère l'humain d'un seul tenant, d'une seule partie. C'est pour ça qu'on ne parle plus de dualisme dans son cas, mais de monisme. Monisme, ça veut dire un, d'un seul tenant. Donc, avec lui, on passe du dualisme au monisme, de sorte que Julien de la Métrie, ce n'est pas un dualiste. Ni un dualiste traditionnel, ni un dualiste quelconque. C'est un moniste, tout simplement. Alors voilà, je n'ai même pas franchi ma 12e minute au complet. Je suis assez content, fier de moi. Ça résume en gros ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis ce sera un bon tremplin vers les prochains thèmes qui vont nous interpeller. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.